Épisode 4, ces fichues feuilles de soie. Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, rendu défectueux après l'accident nucléaire du 26 avril 1986 à 1h23 du matin, est désormais entièrement recouvert d'un sarcophage en béton. Tout risque de nouvelle explosion est désormais écarté et les populations de l'Union soviétique sont hors de danger. Nous habitons désormais à Minsk. Pour moi, pas d'étagère, mais un petit tabouret qui s'effrite. À la télévision, on a vu Igor autour du drapeau hissé. Il n'était pas visible longtemps, mais je l'ai reconnu dans le groupe. Les gars autour de lui riaient. Ça y est, c'était fini. Oui, quelque part pour Igor et pour bien d'autres, c'était fini. Au point de nous demander si ces hommes qui souriaient de l'autre côté du téléviseur n'étaient pas des fantômes. Allô, Elena ? C'est bon, on a réussi. Cette fois, c'est fini. Je vais pouvoir souffler et vous retrouver. Il me tarde. Je ne vois pas pourquoi je suis trimballée dans cette vieille école. Pourquoi Michael me prend avec lui ? J'ai la tête écrasée au fond de son cartable avec des miettes de taille-crayon. Et j'en sors pas. Ou parfois je traîne sur un banc comme une relique oubliée. J'aime pas le bruit de la craie. Madame Brovkin ? Bonsoir, Madame Marchenko. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Pourquoi devrait-on toujours être assis pour apprendre les mauvaises nouvelles ? S'il vous plaît, Madame Marchenko. L'incident s'est passé il y a 3 jours. En revenant de récréation, les élèves et moi-même avons retrouvé les cahiers des uns et des autres grands ouverts sur les tables. Les pages étaient déchirées et celles qui ne l'étaient pas entièrement gribouillées. De grandes zébrures au stylo-bille, un stylo-bille qui bavait beaucoup. On pouvait être quasiment sûr que c'était la main d'un gaucher. Et vous accusez mon fils ? Je n'ai d'abord accusé personne, Madame Marchenko. J'ai procédé à une vérification d'empreintes. J'ai tout doucement, avec la pointe d'un crayon à papier, effleuré le papier meurtri. Et en coloriant comme ça au carbone, en fine couche, je suis tombée sur des traces de doigts. Vous me suivez ? Oui. Bon. Une fois le dessin de ces empreintes bien en tête, j'ai ouvert mon tampon creur et j'ai demandé à chacun de mes élèves, un par un, d'appuyer leur index dessus et de reporter la trace de leurs doigts sur une feuille, du même papier que leur cahier. De toutes les empreintes relevées, celle de votre fils correspondait le mieux. Un jour, mon fils est revenu de l'école avec une grosse marque rouge au niveau de l'œil droit. La marque lui descendait sur la joue. Il m'a dit qu'il était tombé. Je l'ai pas cru. À Pripyat, je surveillais constamment des enfants. On ne se fait pas de marque comme ça en tombant. C'est plutôt parce qu'on a reçu quelque chose dans l'œil. J'avais bien raison. Quelqu'un, un de ses camarades, lui avait jeté un caillou en plein visage. Mais pourquoi ? Est-ce que Michael avait cherché la bagarre ? Non, c'était plus compliqué que ça. Alors il m'a parlé du comportement des autres. Dans la cour, on ne s'approche pas de lui. En classe, il n'a personne à côté de lui. En sport, dans les vestiaires, les garçons lui laissent un banc rien qu'à lui. Ce qui est pratique, sans doute pour ce genre de situation, on a la place pour se changer. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que des enfants de Tchernobyl qui sont arrivés ici, Michael est un des seuls à ne pas avoir interrompu sa scolarité à cause de troubles graves. Et à cause de ça, on ne le laisse pas tranquille. On le met à l'écart. On brandirait presque une croix pour ne pas qu'il s'approche. Alors, vous comprenez, à force d'être vu comme un monstre, on agit comme un monstre. Si vous voulez sanctionner Michael, faites-le, mais parlez aussi aux autres. Honnêtement, je vous pose la question personnellement, Madame Brovkin. Avez-vous peur de mon fils ? Avez-vous peur qu'il vous contamine ? L'histoire des cahiers, ce serait une bonne manière de le renvoyer de l'école, non ? Madame Marchenko, vous allez trop loin. Michael est un enfant comme les autres. Je vais le gronder, mais je le comprends. Vous avez intérêt à le comprendre. Et Michael se lave 2 fois par jour de la tête aux pieds. Il prend soin de changer de vêtements à chaque fois qu'il sort de l'hôpital où il rend visite à sa sœur, où il doit, sur place, par mesure de précaution, enfiler une blouse. Dites-moi, par hasard, vous n'avez pas posé à côté de l'empreinte de son doigt, discrètement, comme ça, un dosimètre ? Madame Marchenko, vous pouvez vous lever, notre rendez-vous est terminé. Je suis assise sur une petite chaise en bois contre le mur pour ne pas gêner le passage des infirmières près du lit d'Anna.
La petite fille s'est redressée contre son coussin blanc. Elle a le nez encombré d'un tuyau. La respiration calme, mais parasitée. Son visage pâle est levé en direction du jour, prisonnier derrière la fenêtre. Quelques mèches brunes lui collent au front. Des cernes se dessinent sous ses yeux rieurs, aussi brillants que laiteux. Elena lui raconte une histoire pendant qu'elle décolle délicatement un pansement dans la partie intérieure de son bras amaigri. Très loin d'ici, dans la mer froide, il y avait une baleine. Une baleine grise comme la mer, grise comme le vent et la brume. Les marins qui l'avaient vue ne l'oubliaient jamais plus, car ses yeux étaient des perles d'or. Quand ils revenaient à terre, ils entraient dans les auberges et criaient « On l'a vue! On a vu la baleine aux yeux d'or !» Dans son palais, le roi les entendait et murmurait « Je veux avoir ses yeux d'or, ce sont sûrement des yeux magiques. » Il avait promis une grosse récompense à celui qui les rapporterait. Aussi, quand ils s'embarquaient, les marins n'oubliaient jamais leur harpon pour l'attraper. Anna fait la grimace en sentant la piqûre inévitable. Je voudrais la consoler, la prendre dans mes bras. Je l'étreins comme je peux avec mes yeux. Mes émeraudes valent davantage que l'or de la baleine. Je n'ai pas changé de regard, contrairement à Anna. Elena aussi a changé sa façon de regarder. Et Michael, dans un sens, il ne me fait plus de mal. Il prend soin de sa sœur. Il est là pour les jeux, les plaisanteries, les devoirs à rattraper. Il est là pour tricher avec sa bonne humeur et ses blagues pas drôles de garçon qui va rentrer l'an prochain au collège. Je vais gagner la course. Hop. Chou-chou. Youhou. Ah mince, il a déraillé. Haha. J'ai gagné la course. Ouh. Ah bah il s'est cassé. Un jour, il ramène un petit boîtier noir prolongé par un fil au bout duquel est accroché un curieux serre-tête en fer. Michael avait repéré les jeunes dans le bus. Ce truc qui leur donnait de la musique n'importe où quand ils le voulaient. Le baladeur. Plus tard, il s'achètera le grillon. En attendant, c'est Anna qui le gâte. La chanson m'avait manqué. J'aimerais me balancer sur cette musique que je perçois à peine. Alors du plus loin de mon ventre, je me concentre. J'écoute. Mais j'entends autre chose. Elena, vous courez un grand danger si vous faites ça. Je suis là jour et nuit, j'entends le personnel parler, je suis pas idiote. Vous êtes fatiguée, la colère vous monte à la tête. Tous, vous êtes faibles. Vous direz rien alors. Dire quoi? On ne déclare qu'une petite partie des malades. Le reste ne serait pas lié à la centrale, ce qui est faux. Les taux sont plus élevés dans le corps des enfants que ce qu'on écrit sur ces fichues feuilles de soins, je ne rêve pas. Cet hôpital mérite plus de matériel, plus de personnel. On ne sait plus quoi faire des nouveaux arrivants et leur état reste une énigme. Elena, je vous promets que cet hôpital ne sera pas un laissé-pour-compte. Laissez-moi envoyer cette lettre à ce journaliste. Il a connu mon mari, il a suivi le sauvetage de la centrale, il a réussi à publier des photos qui en disent long. Il pourra peut-être m'aider, et pas seulement moi, il y a trop de monde. Vous ignorez de quoi ils sont capables là-haut. J'ai pas peur d'eux. S'il vous arrive quelque chose, que vont devenir Michael et Anna? Pensez à vos enfants. Piotr, si j'avais une seule occasion de les emmener loin, je le ferais. Je devine déjà la décision que prendra Elena. Elle n'enverra jamais cette lettre. J'imagine ce journaliste fatigué d'attendre, inquiet aussi, qui appellera Elena et tombera sur le répondeur. Allez, décroche. Décroche. Avec les voix de Annabelle Romer, la speakerine, Florence Valero, Madame Brovkin, et toujours Roxane Bretz, la poupée Antonia, Valentine Vitoz, Elena, David Brémaud, Piotr, les enfants Simon Légaret et Anouk Petit, les jumeaux, Thomas Hello, Igor, et Erwin Sailly, le journaliste André. Mixage et composition, Alexandre Wettstein.